Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Retour de partie pour vous parler d'un jeu que j'ai beaucoup apprécié, une campagne qu'on a fait sur la chaîne en 2019, Macchiato Monster qui est un jeu old school de Éric Nieudant, publié par Lost Page, qui a bénéficié d'une édition 0 en 2016 puis l'édition définitive que je viens de vous montrer en 2018. Monsieur Nieudant, qui est francophone mais qui écrit en anglais, nous affirme qu'une édition française devrait arriver très bientôt. Vous pouvez jeter un des 4 mois pour avoir le délai. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en aimant, en partageant et en commentant la présente vidéo, ce qui fait plaisir aux petits algorithmes de YouTube. Vous pouvez aussi nous dire bonjour sur Twitter et sur le Discord. Si vous voulez soutenir la chaîne de manière plus active, il reste toujours la solution de Tipeee avec des types dès 1 € ou alors PayPal avec les dons libres. Ça permet de toujours améliorer le matériel qui nous permet de produire le contenu et aussi de proposer d'autres choses. Allez, on y va. J'ai décidé de changer un petit peu le format des retours de partie, plutôt que 2 ou 3 vidéos pour parler de la même campagne, avec parfois des passages qui sont un peu cryptiques si on n'a pas vu ou écouté la campagne, c'est pas top. Donc là j'ai décidé de faire qu'une seule vidéo de retour de partie par campagne, pour parler du jeu et aussi un petit peu de la partie, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. Ça va être le cas ici. Alors Macchiato Monster, qu'est-ce que c'est? C'est donc un concentré, je dirais, de jeux old school. C'est Monsieur Éric Nieudant qui nous a fait, je dirais, l'honneur de nous proposer un jeu vraiment très condensé. Comme j'ai eu l'occasion de lui dire, je trouve qu'il a réussi à distiller toute l'essence de la façon de jouer à l'ancienne, entre guillemets. Il n'y a pas de nostalgie là-dedans, comme il le dit bien dans son livre, mais plutôt vraiment une philosophie de jeu. Et en plus de ça, il a réussi à le moderniser et à vraiment y mettre sa propre patte personnelle. Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus dans ce jeu au niveau mécanique? C'est le fait que déjà les combats n'ont pas d'initiative. Ça, je trouve ça tellement cool, c'est tellement libérateur. En gros, le maître de jeu, l'arbitre, dit l'intention de l'opposition, l'intention du monstre. Par exemple, le gobelin veut vous embrocher avec son épée courte, et ensuite le groupe décide de comment il réagit à ça. Et après, on résout les actions dans l'ordre logique, je dirais dans l'ordre temporel en fait. Bien évidemment, décocher une flèche, ça partira plus vite que charger puis taper. Voilà, il y a une histoire de bon sens et de logique là-dedans, et je trouve que ça donne des combats très dynamiques, très fluides, et on perd pas la tension du combat, et l'attrition et la peur des PJ de perdre leur personnage, parce que ça reste quand même du old school, donc il y a quand même le risque de mortalité. En parlant des PJ, autre point génial de ce jeu, c'est la création des personnages et les personnages en tant que tels. Le fait d'avoir mis des mots-clés pour des traits, pour des pouvoirs spéciaux, ou même pour la magie, on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment libérateur. En fait, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas des tonnes de choses sur votre fiche, vous avez juste des traits via un mot, par exemple nain, voleur, membre de la guilde des marchands. Que sais-je encore, votre trait peut décrire votre historique, votre race, votre métier, etc. Et en fait, en un seul mot, ça va vous permettre en jeu d'obtenir des avantages. Par exemple, si vous êtes un voleur et que vous tentez de vous faufiler de manière discrète dans un bâtiment, vous allez pouvoir faire un test de dextérité pour, s'il y a un enjeu, bien évidemment, s'il y a le risque de se faire attraper, vous allez pouvoir faire un test de dextérité, normalement avec un seul des 20. Mais ici, vous allez pouvoir avoir un avantage, jeter 2 des 20 et garder le meilleur résultat. A contrario, si vous avez l'apparence d'un voleur ou si vous donnez vraiment l'impression d'être un voleur, c'est ce que votre trait donne au final, vous allez pouvoir peut-être avoir un désavantage lors d'interactions sociales, etc. Donc je trouve que cet aspect freeform, cet aspect libre des traits et des pouvoirs, c'est vraiment excellent parce qu'en plus, quand le joueur ou la joueuse crée son PJ, on établit le trait, on discute rapidement, bon, ok, tu mets ça, tu mets peuple des forêts, très bien, mais qu'est-ce que c'est le peuple des forêts? On en discute très rapidement, et puis après en jeu, tout va émerger, on n'a pas besoin de tout décrire et de tout garder tout de suite, et de tout déterminer tout de suite, je dirais. En fait, ça va petit à petit prendre forme. Donc ça c'est vraiment très très chouette, l'aspect freeform de Macchiato Monster, et qui se retrouve aussi dans la magie, parce que la magie du coup est totalement libre. En fait vous pouvez inventer n'importe quel sort, du moment que, une fois en jeu, lorsque le PJ veut jeter le sort, il y a une espèce de barème avec des points de vie, qui permet de
de déterminer l'intensité et la capacité au personnage de jeter le sort. Admettons, je crée un sort brume. Bah, si je veux faire un simple nuage de brume autour de moi pendant quelques secondes, le temps de passer ou me dissimuler, pas de problème, ça va me coûter 1, 2 points de vie, admettons. Mais si je veux faire une grande nappe de brouillard sur toute une ville, là ça va me coûter 6-7 points de vie. Et cette hauteur de points de vie détermine aussi, entre guillemets, le niveau du sort et donc la difficulté pour le jeter, et donc les risques que le personnage prend à le jeter, et les risques de briser le tissu magique, et donc il y a des complications qui peuvent arriver, etc. Donc ça, franchement, la création freeform, la magie freeform, c'est une grande réussite. La magie freeform, pour être un petit peu dans la critique, au départ, c'est pas évident à prendre en main parce qu'il y a ce barème et on peut arriver dans des discussions un petit peu compliquées, mais l'auteur te prévient et te dit bon, rentrez pas dans des complications, on n'est pas là pour compter des haricots comme il dit. Voilà, faut pas se prendre la tête, il faut dire voilà, ça coûte 2, ça coûte 3, et surtout, comme dans tous les jeux old school, vu qu'on crée parfois des règles sur le pouce, il faut s'y tenir. Mais voilà, ça peut être le risque, on peut tomber dans ce piège un petit peu de discussion sans fin, de négociation, pour dire mon sort il coûte un point de vie, 2, 3, voilà. Donc faut éviter de tomber là-dedans. Donc ça, voilà, le freeform, c'est vraiment l'un des points positifs et majeurs de ce jeu. Terminé sur les personnages joueurs et sur cet aspect-là, un peu freeform, c'est vraiment une sensation de liberté qui est donnée aux joueurs pour créer leurs personnages, et on le ressent au niveau de la partie. Moi franchement, sur la campagne, on a eu des personnages hauts en couleur et c'était vraiment top. C'est lié aussi au fait qu'on a proposé un background avec des peuples anciens, des hommes top, qu'est-ce qu'on avait? On avait des doppelgangers, on avait des félices, des hommes-chats, enfin voilà, il y avait tout un tas de peuples comme ça, un peu anthropomorphistes, qui ont donné des PJ hauts en couleur. Mais c'est aussi le jeu qui a permis ça, vraiment, la création est hyper libre. Mais le pire, c'est que ça tient. Je veux dire, c'est hyper libre, mais ça permet pas non plus de faire n'importe quoi. Je veux dire, mécaniquement, ça tient. Donc ça, c'est super cool. J'aime beaucoup aussi les options qu'offre, parce qu'au fil du gain, l'auteur vous met des petits encarts de règles optionnelles, et il y a quelques règles optionnelles de narration partagée, et je trouve ça très cool dans ce genre de jeu de pouvoir donner la main aux joueurs et aux joueuses. Alors là, par exemple, ils peuvent obtenir un avantage gratuit s'ils intègrent un élément dans l'histoire, un PNJ, une table, ou que sais-je encore. Voilà, il y a des petites comme ça, des petites options qui permettent de donner un peu la main au PJ, et ça fait plaisir. Dernier point que j'ai beaucoup aimé à ce niveau-là, un peu en freeform, c'est l'attribution de l'XP, le fait que l'équipe, la table, se fixe les objectifs qui vont leur permettre d'engranger de l'XP, en fait. Donc on peut établir comme objectif aller conquérir le château de machin truc, cartographier la région. Donc il peut y avoir des objectifs de groupe comme ça, à chaque fois qu'un objectif est rempli, on remporte un XP, et il pouvait possible aussi d'avoir des objectifs personnels qui permettent là aussi de donner de l'épaisseur, de la rondeur au personnage joueur. Je trouve que je vais avoir du mal à me détacher de cet aspect d'XP libre d'objectifs, parce que je trouve que c'est vraiment une superbe idée. Autre mécanique qui m'a énormément plu et inspiré, c'est le dé d'usure. Alors Éric Neudan n'en a pas la paternité, d'accord, ça a été vu dans d'autres jeux bien avant. Certains diront que ça a été utilisé ad nauseam, mais moi j'aime beaucoup cette mécanique, et surtout j'aime beaucoup l'utilisation qu'en a fait l'auteur. Donc ça sert pour à peu près tout, ça sert pour tous les consommables. Plutôt que de compter le nombre de torches ou le nombre de pièces que vous avez dans votre bourse, vous allez lui attribuer un dé d'usure, un dé de risque. En fait, par exemple, si vous avez des torches, dites que vos torches ont un dé de risque de D8, ok? Le dé de risque va de D12 à D4. Donc quand vous utilisez des torches, vous jetez votre dé de risque, votre D8. Si vous faites entre 1 et 3, il descend d'un cran, donc vos torches deviennent D6. Vous réutilisez vos torches, vous rejetez le dé, vous faites à nouveau entre 1 et 3, ça descend en D4, puis en D4, si vous faites 1 entre 1 et 3, votre ressource disparaît. Et je trouve que c'est vraiment une manière ingénieuse de gérer les ressources dans des jeux où la gestion des ressources est importante. Parce que oui, gérer les ressources en général c'est bien relou, mais malheureusement il y a des jeux où c'est important, des jeux comme Donjons & Dragons, certaines explorations, de la donjonnerie en général, le fait d'avoir des torches dans son sac ou de ne plus en avoir, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Oui, c'est important de le gérer, et je trouve qu'à travers ces dés d'usure, c'est très très bien fait. Au-delà de ça, au-delà de cette utilisation, je dirais, basique et classique du dé d'usure, Eric propose tout un tas de tables aléatoires avec le même fonctionnement. Par exemple, pour la table aléatoire du chaos magique, quand un sort est jeté
quoi qu'il arrive, il sera jeté, mais il peut arriver qu'il brise le tissu magique. Donc il y a une table sur un dé 12 avec un dé de risque. Et en fait, au fur et à mesure que le tissu magique est perturbé, ben, le dé de risque peut descendre et on a plus de chances de provoquer des catastrophes en fait. Et c'est ça un petit peu sur toutes les tables aléatoires qu'ils proposent, et ça je trouve que c'est très ingénieux, ça permet d'avoir de l'exploration rapide, et d'ailleurs je lui ai un peu piqué l'idée dans la création de mon donjon sur Dungeon World, la campagne Le Tyran tombé du ciel, voilà, pour rendre à César ce qui est à César. Alors je vais terminer ce retour de partie sur les points positifs et les points négatifs de la campagne. Je vais faire ça en 2 points et 2 points. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord, qu'est-ce qui a fonctionné? J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. C'est le background. Le background qui tenait en 3 lignes, très classique cela dit. Un empire qui s'approprie des terres appartenant d'anciens peuples. On avait des hommes top, on avait des félices. On avait des doppelgangers, et donc ces anciens peuples se retrouvent sous le joug d'un empire militaire puissant, donc ils se retrouvent parfois opprimés, exploités, exterminés. Le cas des doppelgangers qui étaient carrément quasi exterminés, puisque un des PJ était le dernier doppelganger vivant, et il est mort. C'est triste, hein, mais franchement ça donne, voilà, ça donne vraiment du corps au jeu. Les on-top étaient exploités dans les mines, les félices étaient opprimés, voire exploités selon les situations. Voilà, en fait ce background en quelques lignes, pas plus, a permis vraiment aux joueurs à lâcher au niveau de la création en fait. Je trouve que ça nous a donné vraiment des PJ haut en couleur. Deuxième point positif, j'ai adoré créer des donjons pour cette campagne, je pense notamment au dernier donjon, la Tour des 80. Je me suis amusé à chaque fois à récupérer des maps de Dyson Logo, et du coup, généralement, ils livrent des maps sans salle ou sans concept derrière, et ils donnent peut-être quelques pistes d'inspiration, et ne serait-ce que le dessin en lui-même est inspirant, et du coup, je me suis vraiment régalé à me dire, bon voilà, le jeu est plutôt cool, les mécaniques tiennent en 10 pages, on peut se permettre de créer des donjons facilement, parce qu'en fait, la conversation et le jeu va faire le reste, et du coup je me suis vraiment amusé à créer des donjons, donc ça c'est l'autre point positif. Je trouve que ça m'a vraiment libéré là-dessus au niveau création. Les points négatifs maintenant, la création de la carte. Alors si je me suis régalé à créer la carte avec les hexagones sur XKit, en me basant sur les règles proposées par l'auteur dans le livre, en fait il propose une espèce de roue comme ça, de process pour créer sa carte hexagonale, donc ça c'est cet outil vraiment très très cool. Par contre la carte était trop grande, concrètement j'avais tablé pour une dizaine de séances pour cette campagne, mais j'avais fait une carte pour jouer 20-30 séances, voilà, elle était vraiment très très grande. Donc c'était cool d'explorer de manière totalement libre ces hexagones, dont même moi je savais pas ce qu'il y avait dedans, hormis la ville centrale, on savait que voilà, c'était la ville où on allait poser nos valises, mais le reste était à découvrir, que ce soit pour l'arbitre ou pour les joueurs, ça c'était vraiment cool, mais vraiment trop grande, j'aurais dû réduire de moitié la taille de la carte. Autre point où je trouve n'a pas super bien fonctionné, c'est que je n'ai pas proposé d'éléments déclencheurs. On est parti vraiment en mode freeform, avec juste les quelques lignes de background, et je leur ai dit, allez, allez où vous voulez, sur la carte, c'est cool, amusez-vous. Donc oui, on s'est amusé, mais j'ai trouvé qu'en termes de fiction, il manquait un petit quelque chose, et je pense qu'un élément déclencheur, un élément de bascule important dans le monde réduit dans lequel on jouait aurait été pas mal. J'en sais rien, le tyran de l'Empire se fait assassiner sur les terres, enfin le régent de ces terres se fait assassiner, ou alors une rébellion se lève et une ville fait sécession alors que les anciens peuples viennent s'en emparer. Peu importe, il manquait une étincelle importante pour lancer un petit peu la machine et donner du grain à moudre. Voilà, c'est mes deux seuls regrets vraiment sur cette campagne, parce qu'elle était très très chouette et ce jeu est superbe. Voilà, j'espère que ce retour de partie vous a plu. Moi en tout cas, je me suis régalé à tourner cette vidéo, à vous proposer cette campagne sur la chaîne et à jouer ce jeu tout simplement, qui est vraiment merveilleux. Tellement merveilleux que je vais me lancer déjà lancé dans un hack. En fait, je vais proposer une version de Macchiato Monster en Space Opera, donc avec de l'exploration de galaxies, d'hexagones galactiques, avec peut-être un mode roguelite à la Faster Than Lights. On verra, le projet est en cours, j'espère le finaliser en 2020. Quoi qu'il en soit, pour entendre parler de tout cela et puis pour suivre l'actualité en général, rejoignez-nous sur les réseaux et à très bientôt.